L'épisode s'ouvre avec Beryl qui revient sur sa vie après avoir quitté la paisible campagne pour venir travailler dans la capitale en tant qu'instructeur spécial de l'Ordre des Chevaliers. Pour cet épéiste d'âge mûr, c'est véritablement un tournant inattendu du destin. Un instant, il menait une vie tranquille à la campagne, et l'instant d'après, son ancien élève l'avait traîné en ville et placé à un poste dont le simple nom semblait stressant. Dans la cour d'entraînement de l'Ordre des Chevaliers, où Beryl instruit les chevaliers comme à son habitude, Blitz lui demande de leur enseigner comment réagir lorsque plusieurs ennemis attaquent en même temps. C'est une situation de combat très concrète, car les ennemis sont rarement assez polis pour faire la queue un par un et attendre leur tour. En entendant cela, Beryl décide de faire une démonstration en combattant deux adversaires à la fois. Kuruni se porte immédiatement volontaire avec un enthousiasme débordant, mais Beryl l'arrête rapidement. La raison est simple, Alucia est désormais commandante des chevaliers, elle doit prendre du recul et observer l'ensemble de la formation au lieu de se précipiter sur le terrain d'entraînement comme une ancienne élève qui regrette de manier l'épée. Beryl prend une épée en bois, fait face à Blitz et Kuruni, et commence à expliquer, lorsqu'on combat deux personnes en même temps, le plus important est d'éviter d'être pris en étau entre deux directions d'attaque. Un épéiste doit sans cesse se déplacer, contrôler sa position et forcer les adversaires dans une situation où ils ne peuvent pas se coordonner facilement. Mais la leçon sérieuse ne dure pas longtemps, car une boule de lumière magique vole soudain droit vers Beryl, et explose juste à côté de lui. Quand la fumée se dissipe, Lucie apparaît avec un sourire espiègle, suggérant joyeusement que tout le monde devrait passer au développement de la magie, tandis que Beryl ne peut que se plaindre d'avoir été transformé en cobaye vivant sans crier gare. Il était en train d'enseigner correctement le maniement de l'épée, et voilà que l'une des mages les plus puissantes du royaume débarque pour tester la résistance de son corps. Voyant cela, Alucia appelle sérieusement Lucie à l'extérieur pour une discussion privée, avant que la cour d'entraînement ne se transforme en site d'essai d'armes. Plus tard dans la soirée, chez Beryl, celui-ci vient de finir de dîner, et est assis avec Mewi, la jeune fille aux cheveux bleus dont il s'occupe actuellement. Au début, l'atmosphère est paisible, mais cette paix disparaît rapidement lorsque Lucie ouvre nonchalamment la porte et entre sans permission, suivie de ficelles. À en juger par la manière dont Lucie entre, la maison de Beryl n'a presque plus besoin de serrure. Les gens qu'il connaît entrent tout simplement avant même que le propriétaire puisse les inviter. Lucie va droit au but et révèle que Ficelle enseigne actuellement l'escrime magique à l'académie, mais le problème est que les compétences pédagogiques de Ficelle sont catastrophiques. Pour le dire crûment, elle n'est pas douée pour enseigner. Le commentaire semble dur, mais il n'est pas injuste, car Ficelle est un génie du combat. Elle peut exécuter les mouvements de manière brillante, mais les expliquer clairement aux autres est une toute autre affaire. À ce moment-là, Mewi prend immédiatement la parole pour défendre son professeur, ce qui amène Ficelle à confirmer que Mewi fait effectivement partie des élèves du cours d'escrime magique. Lucie continue alors de taquiner Mewi en révélant que la raison pour laquelle elle a choisi ce cours est qu'elle admirait le maniement de l'épée de Beryl. En entendant cela, Mewi rougit instantanément de gêne, et Beryl se sent probablement un peu mal à l'aise aussi, car même s'il ne cesse de se qualifier d'ordinaire, les élèves jeunes et moins jeunes continuent de le traiter comme quelqu'un digne d'admiration. Après les taquineries, Lucie formule enfin sa demande. Elle veut que Beryl vienne à l'académie pour soutenir le cours d'escrime magique. Beryl refuse immédiatement car il ne sait pas utiliser la magie, mais Lucie et Ficelle expliquent qu'il n'a pas besoin d'enseigner la magie, seulement la partie escrime, et d'aider Ficelle à guider les élèves. L'emploi du temps est également flexible, seulement une fois par semaine. Alucia a déjà accepté de le prêter à l'académie, et la rémunération est assez généreuse. Bref, toutes les issues de secours de Beryl ont été bloquées dans toutes les directions. Même si Beryl a l'impression que tout le monde s'est ligué pour le coincer, il ne rejette pas complètement l'offre. Il décide que pour l'instant, il visitera le cours, observera les élèves et la situation, puis donnera sa réponse ensuite. La scène se déplace ensuite dans un restaurant, où Beryl prend un repas avec Alucia et Kuruni. Alucia confirme que l'ordre des chevaliers n'a aucune objection à le prêter à l'académie. Beryl dit aussi qu'ils pourront passer à l'école dans l'après-midi pour jeter un coup d'œil, tandis que Kuruni reste très optimiste, persuadé que si Beryl accepte, sa réputation s'élèvera encore davantage. Mais pour Beryl, un vieil homme comme lui n'est plus intéressé par la poursuite d'un peu de gloire. En mangeant, Beryl répète que son poste d'instructeur spécial a été initialement nommé par décret royal, et il se demande encore s'il est acceptable pour lui d'aller soudainement aider Lucie à l'académie. Alucia le rassure calmement en disant qu'il n'y a aucun problème, car la commandante Lucie a déjà confirmé. Après cela, le décor change pour l'académie de magie. Beryl marche dans le couloir avec Ficelle et demande combien d'élèves sont actuellement dans le cours. Ficelle répond qu'il n'y a que 5 élèves, ce qui semble plutôt modeste, mais elle dit avec confiance que tout ira bien si son maître est là, ce qui fait penser à Beryl que Ficelle est exactement comme Alucia et Surena, plaçant toujours bien trop d'attentes en lui, alors qu'à ses propres yeux, il n'est qu'un vieil homme de la campagne qui sait manier l'épée. Quand il entre dans la salle de classe, une élève lève immédiatement la main et le salue avec excitation, tandis que les 4 autres élèves,
dont Mewi, réagissent de manière beaucoup plus calme. Beryl peut même sentir des regards suspicieux dirigés vers lui, ce qui est compréhensible, car un homme plus âgé et inconnu vient de débarquer dans leur cours d'escrime magique et est présenté comme le professeur de Mademoiselle Ficelle. Quant à Mewi, la sensation est un peu étrange, puisqu'elle voit Beryl à la maison tous les jours, mais le voir maintenant debout en classe en tant que professeur est différent. Ficelle présente rapidement Beryl comme l'instructeur d'escrime et également comme son propre professeur, tandis que Beryl se présente poliment sous le nom de Beryl Gardenant. Il explique que Ficelle et la directrice Lucie lui ont demandé d'observer le cours, donc les élèves devraient continuer à étudier comme d'habitude. La leçon commence. Ficelle demande aux élèves d'ouvrir leur livre à la page 12 et de mémoriser les connaissances de base. Au début, tout semble bien se passer, jusqu'à ce que l'élève aux cheveux orange, Cindy, pose une question sur les concepts de rotation interne et rotation externe. Ficelle explique que la rotation externe signifie tourner vers l'extérieur, tandis que la rotation interne signifie tourner vers l'intérieur. La réponse n'est techniquement pas fausse, mais elle n'aide personne à mieux comprendre. Toute la classe est perplexe, et Beryl, debout à côté d'elle, marmonne discrètement qu'il ne comprend pas non plus. À ce stade, l'avertissement précédent de Lucie commence à se confirmer. Ficelle est peut-être forte, mais sa capacité à expliquer les choses met clairement la patience des élèves à rude épreuve. Et ça ne s'arrête pas là. Ficelle dit ensuite à toute la classe de sortir leurs épées en bois et de faire 1000 mouvements de frappe, forçant Beryl à paniquer et à l'arrêter immédiatement. Les élèves estiment que 1000 frappes prendraient presque 20 minutes, tandis que Ficelle dit nonchalamment qu'elle faisait la même chose autrefois. Après avoir entendu cela, Beryl comprend enfin exactement pourquoi Lucie l'a amené ici. Beryl demande d'abord à chaque élève de se présenter. Un par un, ce sont Cindy Lovo, Lumid Bafang, Fredra Enek, Nesia Gand et Mewi Freya. Après cela, il ne force personne à faire 1000 frappes et à se blesser les épaules pour rien. Au lieu de cela, il demande simplement à chacun de faire 5 mouvements d'épée pour qu'ils puissent observer leur forme, puis il relève soigneusement les erreurs de chaque élève et explique comment les corriger. En regardant Beryl enseigner, Ficelle ne peut s'empêcher de penser que son maître est vraiment le meilleur, tandis que Beryl réalise que les élèves progressent rapidement car ils sont disposés à écouter et à s'ajuster. Cela lui rappelle l'époque où il enseignait dans son dojo à la campagne, un sentiment à la fois familier et agréable. Cindy demande soudain si Beryl est fort. Ficelle répond immédiatement à sa place en disant que son maître est très fort, mais Nesia, l'élève blond, dit calmement qu'ils savent déjà que Ficelle est forte, reste à prouver si Beryl est plus fort qu'elle. En d'autres termes, s'il veut leur respect, il doit le montrer par un combat. Beryl comprend que les enfants ne veulent pas de mal, ils veulent simplement savoir si ce vieil homme inconnu a véritablement la capacité de les enseigner. Il ne veut pas non plus impressionner les élèves avec des mots seuls, alors il décide d'inviter Ficelle sur le terrain d'entraînement, et tout le groupe se déplace vers le terrain en herbe, où un affrontement entre l'escrime pur de Beryl et l'escrime magique de Ficelle est sur le point de commencer. Sur le terrain en herbe, Beryl et Ficelle se font face. Après un bref salut, ils se précipitent immédiatement l'un vers l'autre, mais le match a à peine commencé que les élèves sont figés sur place. Les deux combattent si vite que les deux garçons ne peuvent que haleter de stupeur. Un seul clignement d'yeux suffit pour que le test de compétence livre sa première réponse, la vraie force n'a pas besoin de publicité. À cet instant, Beryl se souvient du passé de Ficelle. Elle n'était autrefois qu'une enfant ordinaire, pas quelqu'un né au sommet, mais elle possédait un niveau d'assiduité effrayant. Chaque jour, elle faisait véritablement 1000 frappes d'épée. Ficelle maîtrisait chaque technique d'escrime que Beryl lui enseignait, et même après avoir atteint un niveau très élevé, elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Puis Ficelle décide de dégainer une vraie épée. La lame brille d'un bleu magique, rendant l'atmosphère du match d'entraînement beaucoup plus intense. Cette fois, chaque coup qu'elle porte n'est plus de la simple escrime, mais porte la puissance d'une épée magique. Beryl continue de défendre et de reculer, mais dans son cœur, il estime très hautement son élève. Elle n'est plus la petite fille du dojo, elle est devenue une véritable guerrière. Cependant, son adversaire est Beryl, un homme capable de choses absurdes avec l'expression la plus ordinaire. Après avoir défendu pendant un moment, il lance soudain une frappe fulgurante qui envoie Ficelle au sol sur l'herbe. Le match se termine avant que les élèves n'aient pu pleinement assimiler ce qui vient de se passer. Beryl félicite doucement la technique de Ficelle, tandis que Ficelle admet honnêtement sa défaite, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle ne s'attendait pas à ce que son maître lance son épée. Beryl gagne avec un mouvement très pragmatique, si les règles ne l'interdisent pas, alors c'est un coup valable. Les élèves sont immédiatement convaincus, mais ne peuvent s'empêcher de se demander si lancer une épée comme cela est acceptable. Beryl profite de ce moment pour leur enseigner une leçon importante. Dans un vrai combat, l'objectif n'est pas d'exécuter de belles techniques d'escrime ou de suivre parfaitement les formes des manuels. L'objectif est de survivre et de gagner, et il en va de même pour les épées magiques. De leurs regards initialement dubitatifs, l'attitude des élèves change progressivement et complètement. Ils demandent à Beryl à l'unisson de continuer à les enseigner, tandis que Beryl sourit. Au fond de lui, il a aussi envie d'enseigner un peu plus à ses enfants, et en même temps,
il veut que Ficelle comprenne qu'enseigner ne consiste pas simplement à faire répéter aux élèves ce qu'elle faisait autrefois. Chaque personne a un rythme, un corps et une manière d'apprendre différents, et un professeur doit être capable d'observer ces différences. Ce soir-là, l'histoire revient à la maison de Beryl. Il est en train de dîner après une longue journée, tandis que Maui est assise à côté de lui, l'air un peu abattu, et lui demande s'il va accepter le travail à l'académie. Maui admet qu'elle aurait voulu attendre d'être devenue meilleure avant de retrouver Beryl à l'école, car pour l'instant, elle ne peut toujours pas devenir aussi forte que lui ou Mademoiselle Ficelle. En entendant cela, Beryl l'encourage doucement, et dit que les enfants progressent très vite, et tant qu'elle continue à travailler dur, un jour, Maui trouvera sa propre force. Mais Maui pose alors une question qui fait marquer une pause à Beryl, elle lui demande s'il ne peut plus devenir plus fort. Beryl balaye immédiatement la question et utilise l'âge comme excuse, comme un adulte qui se cache derrière le mot vieux, chaque fois que quelqu'un touche la vérité. Maui fait la moue d'insatisfaction, tandis que Beryl finit sa boisson, lui demande de faire la vaisselle, puis s'assoit seul dans la pièce silencieuse. Son expression devient lentement sérieuse alors qu'il se souvient de sa jeunesse, une époque où lui aussi avait toujours visé le sommet. Il s'avère qu'il n'avait pas toujours été sans ambition. Après de nombreuses années de vie tranquille, il avait simplement enfermé cette ambition dans un recoin très profond. Ailleurs, Ficelle boit du thé dans la chambre de Lucie et admet qu'elle a perdu face à Beryl même en utilisant une épée magique. Lucie n'est pas du tout surprise, car selon elle, il n'y a pas beaucoup de gens capables de vaincre cet homme. Quand elle parle d'enseignement, Ficelle croit que Beryl acceptera car son maître aime véritablement enseigner, tandis que Lucie lui conseille d'apprendre de lui, car si une personne ne se comprend pas clairement elle-même, elle ne peut pas enseigner aux autres. Se tenir devant une classe est aussi une façon de se forcer à continuer à s'améliorer. Finalement, Lucie déclare que les personnes véritablement fortes ne cessent jamais de changer quel que soit leur âge, et ceux qui sont dignes du titre de saint de l'épée doivent aussi porter cette responsabilité. Au tout prochain cours de l'Académie de magie, Beryl intervient officiellement pour co-enseigner aux côtés de Ficelle, mais au lieu de distribuer immédiatement des épées à tout le monde, il fait quelque chose de totalement inattendu. Il traîne 5 élèves sur le terrain, et leur fait faire des tours d'endurance. Le résultat est un chaos immédiat. La plupart de la classe finit effondrée sur l'herbe, complètement vidée. Seule Cindy tient encore debout, son endurance étant clairement d'un autre niveau. Un élève demande curieusement à Ficelle si elle s'entraînait comme ça à l'époque. Ficelle répond calmement que oui, puis suggère nonchalamment d'ajouter 50 tours supplémentaires. Beryl lui coupe immédiatement l'herbe sous le pied avant que quelqu'un ne perde un rein. Il n'est pas contre la course, mais la charge de travail doit avoir du sens. Tout le monde n'est pas bâti comme Ficelle. Une fois que les élèves comprennent le but de l'exercice, les plaintes commencent à s'estomper. Ils sont toujours épuisés, mais maintenant ils comprennent. Cindy prend même l'initiative, distribuant des serviettes et rappelant à tout le monde que sauter le petit déjeuner est une terrible idée si on veut survivre à l'entraînement. En observant discrètement depuis le côté, Beryl réalise quelque chose d'important. Le problème avec ses élèves n'est pas seulement la technique ou l'endurance. Certains d'entre eux n'ont pas encore véritablement créé de lien entre eux. Et si un professeur ne se concentre que sur la forme en ignorant l'état d'esprit de l'élève, il pourrait finir par enseigner complètement la mauvaise chose. En quittant le terrain d'entraînement, Beryl demande à Ficelle si elle a appris quelque chose de la séance. Elle répond franchement que tout ce qu'elle a tiré de la course, c'est le mal du pays. À ce stade, transformer une guerrière aguerrie comme elle en professeur digne de ce nom va clairement être un long voyage. Beryl explique ensuite la véritable valeur des épées magiques. La magie permet des attaques à longue portée, mais plus la distance est grande, plus il est difficile de la contrôler. Si le flux de mana devient instable, le sort peut s'effondrer avant même d'atteindre sa cible. C'est là que l'épée intervient. Elle agit comme un conducteur, aidant à stabiliser et guider la magie tout en permettant un combat rapproché efficace. En plein milieu de leur conversation, il tombe sur le vice-directeur Brown. Ficelle présente Beryl comme un épéiste personnellement invité par la directrice. Mais Brown montre immédiatement une désapprobation claire. À ses yeux, quelqu'un qui ne se spécialise pas dans la magie n'a pas sa place dans un environnement de mages. La magie, selon lui, est déjà complète en soi. Il n'y a pas besoin d'interférences extérieures. Dans sa jeunesse, Brown et Lucie étaient des figures clés du corps de magie. Maintenant qu'il s'est éloigné du front pour se concentrer sur la recherche, son opinion a un poids considérable. Beryl ne discute pas, mais c'est désormais évident, ce cours ne souffre pas seulement d'un faible effectif, il va devoir prouver que combiner l'escrime et la magie a véritablement un intérêt. Pendant ce temps, ailleurs, Alucia et Surena sortent boire un verre, et la paix n'a jamais été une option. Surena commence immédiatement à taquiner Alucia, disant qu'elle est à peine éloignée de Beryl et qu'elle a déjà l'air en manque d'oxygène. Puis elle va encore plus loin, insinuant qu'Alucia a abusé de son autorité de commandante juste pour garder son maître près d'elle. Alucia réplique instantanément, niant tout et insistant sur le fait que c'est strictement professionnel. La dispute s'intensifie rapidement. Toutes deux déclarent fièrement être celles qui se soucient véritablement de Beryl. Après de nombreux allers-retours,
elles réalisent finalement quelque chose. Elles veulent toutes les deux rendre l'appareil à leur maître. Elles déclarent donc une trêve temporaire et acceptent de travailler ensemble. Ce qui dure environ 3 secondes, car elles commencent immédiatement à se disputer pour savoir qui paie l'addition. Alucia met en avant son statut de vraie disciple. Surena contre-attaque avec son autorité d'aînée. En fin de compte, elles peuvent partager les responsabilités, mais le titre d'élève préféré, ça, c'est un champ de bataille. Le lendemain, à la cantine, l'atmosphère est bruyante et animée. Mais dans un coin tranquille, Maui est assise seule avec un repas pitoyablement petit. Cindy le remarque immédiatement, et vient s'asseoir à côté d'elle avec son plateau. Elle rappelle gentiment à Maui que l'entraînement est épuisant, et que bien manger est important. Peu habituée à ce genre d'interaction, Maui répond maladroitement, et dans sa nervosité, elle fait accidentellement tomber de la nourriture sur ses vêtements. Au lieu de rire, Cindy l'essuie calmement et la rassure avec un sourire chaleureux. Ce petit acte de gentillesse fissure quelque chose en Maui. Quelques instants plus tard, 3 autres camarades de classe tirent nonchalamment des chaises et les rejoignent. Personne ne la met sous pression, personne ne pose de questions inconfortables. Ils parlent et rient simplement comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Lentement, Maui réalise quelque chose. Elle n'a jamais été véritablement isolée, elle ne savait simplement pas comment tendre la main vers les autres. Pendant que les élèves se rapprochent, Beryl est invité à déjeuner par Kinera. Habitué aux endroits simples, il entre dans un restaurant chic et se raidit immédiatement comme s'il subissait un interrogatoire. Kinera lui dit de se détendre, c'est juste un déjeuner normal entre collègues. Il lui faut un moment pour se souvenir de son vrai objectif, il veut se renseigner sur les résultats de Maui dans les autres cours. Kinera explique que Maui est une élève forte sur le plan académique. Elle apprend vite et travaille dur. Sa seule faiblesse est un manque de confiance dans la communication. Cela confirme l'observation antérieure de Beryl. Elle est encore hésitante, mais elle commence à changer. Il n'a pas besoin qu'elle devienne extravertie du jour au lendemain, faire un petit pas de plus vers les autres chaque jour suffit déjà. Quand Beryl demande quelle matière Kinera enseigne, elle répond la magie défensive, ce qui est complètement en dehors de son domaine de compétence. Au lieu d'expliquer, elle décide de faire une démonstration. Elle tend la main, et le cerveau de Beryl part immédiatement dans la mauvaise direction. Son visage vire au rouge alors qu'il panique à l'idée de tenir la main d'une femme en public. Mais puisqu'il a déjà commencé, reculer maintenant serait encore plus embarrassant. Alors il prend maladroitement sa main. Kinera l'enveloppe instantanément d'une couche de mana bleue et lui dit de serrer plus fort. La barrière fléchit, absorbe la pression, mais ne se brise pas. Elle explique que sa structure peut changer en fonction de la capacité et de l'intention de l'utilisateur. C'est à ce moment que Beryl comprend véritablement. La magie n'est pas seulement une question d'attaque, elle peut être contrôlée avec une précision incroyable pour la défense également. Et ce qu'il pensait être un moment romantique n'était qu'une leçon pratique. De retour à la cantine, les élèves déplacent leur discussion des bases de la magie vers Beryl lui-même. Ils admettent que son entraînement les aide à rester plus alertes, et que ses explications sont bien plus claires que celles de la plupart des instructeurs d'escrime qu'ils ont eus. Quand Cindy demande si Maui connaît Beryl, celle-ci se fige immédiatement. Elle admet qu'elle le connaît, mais ne sait pas comment expliquer leur relation. Sentant son hésitation, Cindy mentionne soudain que son anniversaire approche ce week-end. Comme sa famille est occupée, elle ne prévoit pas de grande fête. Le groupe propose immédiatement d'organiser un petit rassemblement à l'académie. Tout le monde apportera de la nourriture et des cadeaux. Maui est surprise, mais accepte. Elle se porte même volontaire pour préparer un cadeau. Pour la première fois, elle s'intègre dans un projet commun au lieu de regarder de l'extérieur. Avant de partir, elle demande discrètement si elle peut garder le mouchoir que Cindy a utilisé plus tôt. Après le déjeuner, Kinera exprime ses attentes envers Beryl. Elle croit que les épées magiques sont un nouveau domaine avec un énorme potentiel. Il est content de l'entendre, mais ressent toujours la pression, car à ses propres yeux, il n'est qu'un épéiste d'âge mûr qui comprend à peine la magie. À ce moment-là, il remarque l'église de Sven à proximité, et décide d'y faire une visite. L'évêque l'accueille chaleureusement et lui demande immédiatement si Maui aime les vêtements, puis lui tend une boîte remplie de robes, admettant qu'il ne comprend pas les goûts modernes, alors il a préparé plusieurs options. Il remercie sincèrement Beryl pour l'aide passée qui lui a permis d'atteindre sa position actuelle. Le cadeau n'est pas simplement de la gentillesse, il montre à quel point le lien de Beryl avec l'église est encore fort. Mais l'ambiance change rapidement lorsque la conversation se tourne vers l'évêque Révéos, une figure majeure qui a violé un tabou, et entraîné à la fois l'église et la famille royale dans une vaste enquête. Les retombées ont frappé directement les chevaliers saints, des officiers de haut rang ont été démis de leurs fonctions, Rose a été forcée à la retraite en raison de ses blessures, et ceux qui sont restés nettoient encore les conséquences. L'évêque fait allusion à un événement encore plus important à venir, mais part avant d'en dire davantage. À la fin de la journée, Beryl trouve Maui en train de laver soigneusement le mouchoir. Il lui dit d'arrêter et d'aller manger, mais elle insiste pour finir d'abord. Il est clair à quel point ce petit acte de gentillesse a compté pour elle. La fête d'anniversaire est organisée directement à l'académie. 5 élèves, ainsi que Beryl et Ficelle, se rassemblent autour d'une table remplie de nourriture,
de cadeaux et de gâteaux. Tout le monde rit, mais Maui a l'air nerveuse, comme si elle voulait dire quelque chose. Après avoir rassemblé son courage, elle appelle doucement Cindy par son prénom, lui rend le mouchoir soigneusement lavé, et lui souhaite discrètement un joyeux anniversaire. Sa voix est faible, mais chaque mot est clair. D'une fille qui était autrefois assise seule en silence, elle tend enfin la main, et laisse les autres entrer dans son monde. Le groupe la taquine immédiatement pour être trop silencieuse. Elle pousse timidement l'un d'entre eux, et toute la table éclate de rire. Cette atmosphère chaleureuse dit tout. Maui n'est plus à l'extérieur, et ce simple mouchoir devient le détail le plus significatif de la soirée. Quand les choses se calment, Cindy espère que plus d'élèves rejoindront le cours d'escrime magique l'année prochaine. D'autres s'inquiètent que si les inscriptions restent basses, le cours pourrait être supprimé. Ce n'est pas encore confirmé, mais l'inquiétude est réelle. Beryl se tourne vers Ficelle et lui demande pourquoi elle n'a jamais abandonné l'escrime. Elle dit qu'elle aime simplement manier l'épée, mais aussi, les compliments de Beryl d'il y a des années ont tout représenté pour elle. Dans ses souvenirs, elle s'entraînait autrefois seule jusqu'à l'épuisement. Beryl s'est approchée, a posé une main sur sa tête et a loué ses efforts. Ce seul moment est resté gravé en elle pendant des années. Et maintenant, elle réalise qu'elle n'a jamais donné à ses propres élèves ce même encouragement. Elle ne les a fait que répéter ce qu'elle avait enduré, se concentrant sur les résultats et l'effort, mais oubliant que les élèves ont besoin de reconnaissance et d'une raison de continuer. C'est la vraie leçon que Beryl voulait lui apprendre. Enseigner ne consiste pas à forcer tout le monde sur le même chemin. Chaque élève est différent, certains ont besoin d'un entraînement plus léger, certains ont besoin d'explications plus claires, certains ont juste besoin d'un seul mot d'encouragement. Ficelle ne manque pas de passion, elle n'a simplement pas appris comment la transmettre. Alors Beryl déclare que désormais, il place ses attentes en elle en tant que professeur. Ficelle bondit immédiatement sur ses pieds, comme si on venait de lui confier une mission plus grande que le combat lui-même. Les élèves l'acclament, et à cet instant, elle commence véritablement à endosser son rôle. Mais juste au moment où la fête continue, les lumières magiques au-dessus d'eux se mettent soudain à vaciller. L'atmosphère change instantanément. Beryl et Ficelle se précipitent dehors et trouvent un homme soutenant une femme plus âgée blessée. Il explique qu'ils ont été attaqués, et pire encore, la magie a soudainement cessé de fonctionner. Ficelle teste rapidement une petite flamme au bout de son doigt. Elle fonctionne normalement, ce qui signifie que le mana n'a pas complètement disparu. Le phénomène est sélectif, ou déclenché dans des conditions inconnues. Avant qu'il ne puisse enquêter davantage, Ficelle sent quelque chose approcher. Un avertissement retentit, et soudain, deux créatures noires à quatre pattes avec une lueur violette s'écrasent dans l'enceinte de l'académie. Elles ressemblent à des bêtes de chasse, les yeux brillants, se déplaçant si vite qu'elles ne laissent que des images résiduelles. Sans hésiter, Beryl fait un pas en avant, se positionnant entre la menace et tous ceux derrière lui, l'instinct d'un épéiste aguerri entre en action. La raison pour laquelle certains professeurs ne peuvent pas utiliser la magie reste inconnue. Mais en ce moment, en première ligne, se tient un homme qui n'a jamais eu besoin de magie pour commencer. Et c'est peut-être exactement ce que cette situation exige. Au moment où les créatures à quatre pattes couvertes de fumée noire-violette descendent dans la cour de l'école, Beryl se place devant les élèves blessés et dégaine son épée. Une bête se jette directement sur lui, mais sa lame tranche son corps et le réduit en d'innombrables particules noires. Ficelle en élimine une autre à proximité. Malheureusement, des paires d'yeux blancs lumineux commencent immédiatement à apparaître sur les murs et les fenêtres de l'académie. Les créatures individuelles peuvent être détruites, mais elles émergent si rapidement que rester dehors à les trancher une par une ne résoudra jamais la crise. La meute entière charge en même temps, Kynera crée une barrière bleue autour des personnes derrière elle. Le bouclier arrête le premier assaut, mais sa surface continue de trembler sous l'impact. Elle confirme que sa magie fonctionne toujours, bien qu'une sorte de pouvoir près du bâtiment principal affaiblisse tous les sorts. En l'absence de Lucie, Beryl divise leurs forces. Kynera et les autres professeurs protégeront les blessés et défendront les dortoirs, tandis que Beryl et Ficelle entreront dans l'académie pour localiser la source. Les deux avancent dans les couloirs obscurs, détruisant chaque créature qui émerge des ombres. Après avoir observé les restes éparpillés, Ficelle remarque que les particules noires et les traces semblent toutes mener dans la même direction. Ils finissent par atteindre une porte à côté de l'escalier, une entrée normalement réservée au personnel senior. Le passage au-delà pourrait mener à une section souterraine de l'académie. Beryl resserre sa prise sur son épée et décide de descendre. Pendant que les adultes enquêtent, les 5 élèves du cours d'escrime magique restent dans la grande salle où la fête d'anniversaire venait de se terminer. Un professeur entre pour vérifier qu'ils vont bien, et, après avoir confirmé que tout le monde est en sécurité, leur ordonne de ne sortir sous aucun prétexte. Presque immédiatement après son départ, l'une des créatures fracasse une fenêtre et bondit dans la pièce. Mais oui, Cindy, Lumit, Fredra et Nesia rampent sous la table du banquet, se cachant derrière la longue nappe en retenant leur souffle tandis que des griffes et des yeux blancs lumineux se déplacent à seulement une courte distance. La bête saute sur la table et renverse assiette, nourriture et cadeaux d'anniversaire de Cindy. Mais oui équipe discrètement ses armes, plusieurs petites lames attachées à ses doigts. Quand la créature s'éloigne temporairement de leur cachette,
les élèves chuchotent entre eux. Si elle atteint les dortoirs, les autres enfants pourraient être attaqués avant même de comprendre ce qui se passe. Maui admet qu'elle ne peut pas la vaincre seule. Les 4 autres n'ont aucune intention de la laisser combattre seule. Si une personne n'est pas assez forte, alors les 5 travailleront ensemble. Maui canalise du mana dans les 5 lames, les faisant briller en même temps. Les mouvements que Beryl a corrigés pendant les cours sont maintenant devenus quelque chose sur lequel le groupe peut compter. Aucun d'entre eux ne sait si le plan va réussir, mais la fille qui s'isolait autrefois dans un coin de la classe est maintenant la première à suggérer de se lever et de combattre. Ses amis resserrent leur prise sur leurs armes, et se préparent à la suivre. Sous l'académie, Beryl et Ficelle découvrent une salle remplie de livres éparpillés et d'équipements de recherche. L'homme blessé gisant derrière une étagère est le vice-directeur Brown. Du sang coule de son abdomen et imbibe ses vêtements. Il révèle que la chambre était autrefois protégée par un sceau extrêmement puissant. Croyant que le secret de la jeunesse éternelle de Lucy était caché derrière, Brown a passé de nombreuses années à tenter de le briser, mais chaque méthode s'est soldée par un échec. Brown a finalement créé un dispositif magique capable de neutraliser toute forme de magie. Cela lui a permis de contourner le sceau, mais il n'y avait aucun sort d'immortalité de l'autre côté. Une fois la protection désactivée, les créatures de l'ombre ont commencé à apparaître. Le même dispositif est également responsable de l'affaiblissement ou de la suppression complète de la magie dans toute l'académie. Il se trouve actuellement dans une salle de classe au premier étage. Ficelle prend immédiatement la responsabilité de le détruire et de transporter Brown auprès des professeurs qui peuvent soigner ses blessures. Même en perdant du sang, Brown affirme amèrement que s'il avait été plus jeune et plus fort, il n'aurait jamais perdu face à ces créatures. Avant que Ficelle ne l'emporte, il leur dit que ni elle ni Beryl ne pourraient comprendre la terreur de regarder la vieillesse voler progressivement la force d'une personne. Beryl ne discute pas. Il continue simplement seul plus profondément sous terre. Au bout du tunnel se trouve une chambre énorme couverte de cristaux bleus lumineux. Une bête gigantesque se tient au centre de la caverne, chacune de ses 4 pattes retenues par des chaînes massives. De la fumée noire-violette s'élève continuellement de son corps, et ses yeux brillent à travers l'obscurité. Beryl ne peut pas encore confirmer si cette créature produit les monstres plus petits, mais sa seule existence prouve que la crise est loin d'être terminée. Beryl suppose initialement que les chaînes limiteront ses mouvements. La bête prouve immédiatement le contraire en chargeant en avant, tendant toutes les entraves et balayant ses griffes à travers la chambre. Beryl évite l'attaque, réduit la distance et tranche l'une de ses pattes avant. La section endommagée se désagrège en fumée noire, pour se rassembler à nouveau quelques instants plus tard. Les chaînes l'empêchent de quitter la caverne, mais elles ne font rien pour l'empêcher d'attaquer tout ce qui est à sa portée. La créature met Beryl sous pression avec ses mâchoires, ses griffes et son poids massif. Chaque fois qu'il se retire hors de sa portée de frappe, elle lance des projectiles noirs à distance, le forçant à dévier chaque salve avec son épée. Combattre de près est dangereux, mais maintenir la distance ne l'est pas moins. Ses attaques ne dispersent les ténèbres que temporairement. En se souvenant que Maui et les autres élèves sont encore au-dessus, Beryl refuse de battre en retraite. Si le monstre brise ses chaînes, les conséquences seront impossibles à contenir. Au même moment, le groupe de Maui utilise leurs courtes lames pour appliquer les techniques d'escrime apprises en cours. Quand Ficelle détruit le dispositif anti-magie au premier étage, le mana revient immédiatement dans toute l'académie. Les 5 élèves passent à un assaut magique coordonné. Lumière, glace, terre, vent et feu frappent la bête debout sur la table du banquet les uns après les autres. Certaines attaques sont créées par 2 élèves combinant leur puissance. Même après toute la séquence, cependant, le monstre reste debout. Les élèves réalisent que simplement lancer de nombreux sorts sur la même cible ne recréera pas la puissance écrasante de Ficelle. Au lieu de paniquer et de fuir, Maui étudie la pièce, le comportement inhabituel de sa propre magie du feu, et les objets encore éparpillés autour d'eux. Après un moment de réflexion, elle annonce qu'elle a un autre plan. Sous terre, Beryl est entièrement forcée sur la défensive quand une épée couverte d'énergie magique bleue tranche soudain l'air. Ficelle se précipite et repousse la créature loin de lui. Elle confirme que Brown a été confié aux soins, et que le dispositif anti-magie a été détruit. La magie fonctionnant à nouveau, Ficelle renforce sa lame et attaque à plusieurs reprises la tête du monstre. Elle couvre même l'épée de flamme, mais chaque section qu'elle détruit se reforme rapidement à partir de fumée noire. Réalisant que leurs attaques actuelles ne peuvent pas mettre fin au combat, Ficelle décide de concentrer tout son mana en une frappe décisive. Le processus d'amplification nécessitera du temps, alors elle demande à Beryl de la protéger. Il ne comprend pas pleinement les mécanismes, mais se place immédiatement en avant, entre son élève et le monstre. Beryl crie délibérément pour attirer son attention. Derrière lui, Ficelle tient son épée verticalement tandis qu'une lumière dorée entoure lentement tout son corps. Beryl continue d'éviter les griffes, de dévier les projectiles et de maintenir sa position jusqu'à ce qu'elle termine la préparation. Le pouvoir sombre lié à l'Ono Ambrosia continue de menacer la grande salle. Les élèves n'ont besoin que d'une brève ouverture pour exécuter le plan de Maui. Une attaque d'épée magique cloue la patte avant de la créature au sol. 2 élèves utilisent immédiatement le mana pour tirer la grande nappe sur tout son corps,
et Mewi enflamme le tissu au moment exact qu'ils avaient prévu. La magie du feu de Mewi a une faiblesse. Les flammes tirées directement dans l'air disparaissent très rapidement. Cependant, une fois qu'elles enflamment un objet physique comme la nappe, elles continuent de brûler. Cette caractéristique supposément gênante devient la clé du plan. Le feu se propage sur le tissu et entoure temporairement Lono. Les élèves reculent et commencent à crier de joie, croyant avoir réussi. Pourtant, le danger n'a été que contenu, pas détruit. Les flammes n'ont pas éliminé la source de pouvoir cachée à l'intérieur de la créature. Lono se libère rapidement du feu et ramène le combat dans une obscurité ressemblant à la caverne souterraine. Beryl avance pour combattre aux côtés de Ficelle. Chaque coup de son épée brise des sections du corps ombrageux en fragments, mais il se reforme presque immédiatement. L'ennemi change constamment ses méthodes d'attaque. À un moment, il utilise des griffes et des crocs au corps à corps. À l'instant suivant, il produit des pics, des tentacules et des bêtes d'ombre qui attaquent depuis plusieurs directions. Beryl ne peut plus s'appuyer entièrement sur l'escrime conventionnelle. Il bloque une charge directe et se tord de côté, tandis que des pics noirs jaillissent du sol. La séquence d'attaque quasi ininterrompue rend sa respiration plus lourde. Ses vêtements sont déchirés, et la douleur commence à se répandre dans son corps. Après avoir échappé à un coup par la marge la plus infime, Beryl plante son épée contre le sol pour rester debout, et admet qu'il a failli mourir. Ce n'est pas un acte destiné à tromper l'ennemi. Son corps a véritablement atteint ses limites, et ne récupère plus aussi vite que dans sa jeunesse. Même ainsi, Beryl se relève et continue d'attirer chaque attaque vers lui. Quand la lumière dorée atteint son paroxysme, Ficelle lève son épée et libère Curtana. Un gigantesque trait de lumière balaie toute la chambre et détruit l'énorme forme bestiale de Lono. La fumée noire est complètement effacée. Cependant, une fois la lumière dissipée, un noyau sombre reste en suspension dans l'air. Ficelle sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Les ténèbres commencent à se propager depuis le noyau alors qu'il tente de construire un autre corps. Curtana a détruit la forme extérieure du monstre mais n'a pas réussi à éliminer la source de vie en son centre. Entendant l'avertissement de son élève, Beryl dégaine son épée, charge en avant et tranche directement à travers le noyau. La frappe le divise en deux moitiés, causant la disparition de toutes les ténèbres qui s'accumulaient. La puissance écrasante de Ficelle a exposé la faiblesse cruciale, tandis que Beryl a utilisé l'unique moment disponible pour empêcher sa résurrection. Une fois qu'il confirme que la présence dangereuse a disparu, Ficelle examine les deux moitiés du noyau. Beryl félicite son élève pour sa performance exceptionnelle. Elle répond en l'appelant par le grand titre que la commandante lui a récemment donné. Embarrassé, Beryl dit qu'un vieil homme comme lui ne mérite pas un nom aussi impressionnant. Il plaisante en disant que Ficelle le prononce si naturellement parce qu'elle doit secrètement aimer ce titre. Elle rougit immédiatement et appuie directement sur l'une de ses blessures. Après un combat qui a failli les tuer, la tension commence enfin à se dissiper. À l'intérieur de la grande salle calcinée, les 5 élèves sont assis parmi les tables renversées et les chaises cassées. Les autres félicitent Mewi pour son plan de la nappe qui a créé une ouverture importante. Elle explique que ces flammes disparaissent rapidement quand elles sont tirées dans l'air vide, mais continuent de brûler une fois qu'elles s'accrochent à un objet physique. Le groupe se souvient aussi de la leçon de Ficelle selon laquelle le combat exige d'utiliser tout ce qui est disponible, y compris les armes, le terrain, et même des objets qui semblent complètement sans rapport. Cindy remercie Mewi de l'avoir aidé pendant la crise. Mewi a l'air un peu gênée, mais répond qu'aider était naturel parce qu'elles sont amies. Elle était autrefois assise à l'écart de toute la classe. Maintenant, elle a élaboré un plan, combattu aux côtés des autres, et les considère naturellement comme faisant partie de son monde. Après avoir échangé quelques remarques amusantes, le groupe commence à nettoyer ensemble avant de se plaindre unanimement que la bataille les a laissés affamés. Le lendemain, le cours d'escrime magique reprend l'entraînement dans la cour. Ficelle n'ordonne plus à tout le monde de répéter exactement le même mouvement des milliers de fois. Au lieu de cela, elle rend visite à chaque élève individuellement, corrige le placement de leurs mains, ajuste leur posture et explique la raison derrière chaque erreur. Quand ils s'améliorent, elle fait aussi l'effort de les féliciter. Mewi et ses camarades s'entraident. La crise récente n'a pas déchiré la classe. Elle a rendu ses 5 membres plus proches qu'avant. Depuis la fenêtre du bureau de Lucie, Beryl et la directrice observent ensemble la séance d'entraînement. Tous deux reconnaissent à quel point Ficelle, Mewi, et les autres élèves ont changé. Ficelle comprend désormais qu'un professeur doit remarquer les différences entre les élèves. Le vrai combat a également enseigné aux enfants la force créée par la confiance et la coordination. Le petit cours d'escrime magique commence enfin à prouver sa valeur à travers la progression de ses élèves. Beryl demande alors à Lucie quel genre de créature était cachée sous l'académie. Elle confirme que son nom était Lono Ambrosia, un monstre qu'elle avait autrefois scellé pour ses recherches. Lucie sait que dissimuler une existence aussi dangereuse directement sous une école était irresponsable, mais elle n'avait pas trouvé d'autre solution. Même elle n'avait jamais pu endommager le noyau de Lono. En entendant cela,
Beryl ouvre silencieusement son sac et place les deux moitiés tranchées du noyau noir sur son bureau. L'expression calme de Lucy disparaît instantanément. L'objet qu'elle n'avait jamais pu endommager a été coupé proprement en deux morceaux par Beryl. Il demande ensuite des nouvelles de l'état de Brown. Lucy explique que le vice-directeur se remet grâce à la magie de guérison, mais qu'il ne peut pas facilement échapper à sa responsabilité. Briser le sceau et activer le dispositif anti-magie a mis en danger toute l'académie. Sa punition exacte sera décidée ultérieurement. Lucy est furieuse que Brown soit devenu obsédé par le secret de la jeunesse éternelle, et par l'idée de la surpasser. Pourtant, en se souvenant de leur passé commun, sa voix devient progressivement plus basse. Brown travaillait autrefois véritablement dur pour s'améliorer. Cette détermination lui avait permis de se tenir aux côtés de Lucy comme l'un des deux piliers principaux du corps de magie. Malheureusement, l'homme qui avait autrefois mérité une telle reconnaissance a finalement laissé sa peur du vieillissement déformer son chemin. Ces mots rappellent à Beryl l'affirmation de Brown selon laquelle les jeunes ne peuvent pas comprendre l'expérience de perdre sa force avec chaque année qui passe. Brown avait tort sur une chose, Beryl comprend cette peur bien mieux qu'il ne le réalise. Le combat avec Lono a fait de chaque souffle lourd, chaque mouvement douloureux et chaque erreur quasi fatale un rappel qu'il n'est plus le jeune épéiste qu'il était autrefois. Beryl sait qu'un jour, ses mains ne posséderont plus assez de force pour tenir une épée. Un temps viendra où il devra la poser lui-même, même s'il veut encore continuer. Comprendre la peur de Brown ne signifie pas accepter ses choix. Cela force seulement Beryl à affronter la question qu'il évite depuis des années, quand le jour viendra où il ne pourra plus vivre en tant que véritable épéiste, que deviendra-t-il? Son reflet dans la vitre du bureau se superpose à son visage vieillissant, tandis que la réponse reste hors de sa portée.